Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va notamment parler du cerveau. Pour vous redonner notamment cette image-là, j'ai déjà parlé du coup du chemin blanc, c'est-à-dire comment on reçoit les informations par le biais de la vidéo d'essence. Là, je vais vraiment vous parler de l'engrenage qui est présent au niveau de la tête de la personne, c'est-à-dire comment, avec ces informations reçues, on fait une interprétation pour ensuite donner un résultat, des actions, des conséquences, etc. Commençons déjà avec simplement une vision physique du cerveau. On va pas rentrer dans la carte détaillée parce que même à ce jour encore, c'est encore un peu débattu. Je vais pas vous mettre une vraie image, je vais vous mettre une icône. Ça correspond concrètement à deux parties, deux hémisphères bien distinctes. En réalité, chacune de ces parties va avoir son rôle à jouer. On a l'un des hémisphères qui va correspondre à la partie mentale. On l'appelle aussi partie consciente. Et concrètement, c'est toute la partie qui va gérer les calculs, les raisonnements, la notion aussi du temps. Et puis, on a une deuxième partie qui est présente, ce qui correspond à la partie imaginaire, la partie artistique. Et on va avoir toute la notion des choses qui se font sans avoir être conscient, donc on l'appelle souvent la partie inconsciente, pas pour rien. On va avoir notamment toute la notion des réflexes, de nos habitudes de vie, on va avoir la notion des émotions aussi qui va se retrouver dans cette partie-là. On a réellement deux parties distinctes qui se gèrent chacune de leur rôle et de leurs actions. Ces deux parties, communiquant ensemble, permettent du coup à ce que l'on ait une activité cérébrale. Ces deux parties-là ont leur importance, vont travailler, vont même communiquer entre eux, et toute cette activité va notamment produire ce que l'on appelle des ondes cérébrales. On peut même lire ces ondes, notamment l'encéphalogramme est souvent utilisé et demandé comme test, notamment pour les épileptiques, pour confirmer l'épilepsie potentielle qu'il peut y avoir face à certaines situations. Et même d'un point de vue hôpital, s'il n'y a aucune activité d'un point de vue du cerveau, on considère que c'est une mort cérébrale, l'une des causes pour constater la mort chez certaines personnes. On peut donc lire de cette manière une fréquence, et on s'est rendu compte simplement que plus on était actif, c'est-à-dire que plus on faisait de choses importantes telles que calculer, se focaliser, etc., et plus il y avait de vagues présentes sur une seconde qui du coup témoignaient d'une grosse activité. Et au contraire, au moment du sommeil, au moment du repos, etc., le nombre de vagues diminuait du coup pour s'adapter en face. Lorsqu'on est tombé sur cette information-là, eh bien concrètement, il y a plusieurs pôles, on va dire, il y a plusieurs domaines, et qui a chacun eu son approche de ce côté onde cérébrale. Le domaine de la physique, du coup, c'est donc simplement associer une lecture par fréquence, donc associer un nombre en Hertz. Donc c'est la physique qui a le plus de détails, mais dans la réalité, dans d'autres domaines, vous n'avez pas besoin d'autant de précision et d'autant de détails. Surtout en secourisme, on se pose pas de questions, on a juste besoin de savoir si la personne est consciente ou inconsciente. C'est pas pour rien, du coup, que souvent on fait exprès de tenir les deux mains en même temps, de crier bien fort « Est-ce que t'es là? Est-ce que tu m'entends? Serre-moi les mains s'il te plaît ?» On peut lui demander du coup d'avoir une réaction, et si une réaction présente, on considère que la personne est consciente. Au contraire, s'il n'y a pas de réaction, eh bien on considère que la personne est inconsciente. Le côté conscient et inconscient est probablement la seule chose qu'on a réussi à fixer d'un point de vue universel, on va dire, sans qu'on ait forcément de débat. Lorsqu'on a par contre essayé de dire oui, mais il y a quand même différents niveaux de conscience, on a commencé à parler de superconscience, d'inconscience profond, etc., et qu'on voyait que clairement les limites, on n'arrivait pas du tout à les fixer, à se mettre en accord, eh bien on s'est rattaché sur la notion d'onde alpha, bêta, θ, parce que ça, la catégorie, elle ne bouge pas, c'est des fréquences qui sont fixées, et qu'on a plutôt essayé d'associer en face de ces ondes alpha, etc., quel était l'état que l'on pouvait avoir en face. Pour commencer, on a les ondes alpha. Lorsque ces ondes se produisent, concrètement, c'est que l'on est dans un état d'éveil, on est bien conscient, mais on est dans un état de relaxation. Par exemple, on est simplement assis dans le canapé, tranquille et reposé, dans un bien-être. Lorsque l'on devient un peu plus actif, on passe ensuite dans les ondes bêta, donc on est simplement actif normalement, je vais prendre un verre, je vais boire un coup, je vais poser des assiettes sur la table, etc. Et lorsque l'on est vraiment actif, on va passer sur des ondes gamma. Donc là, on est clairement sur du calcul complexe sur lequel on doit raisonner, ou bien taper le meilleur sprint de sa vie pour aller récupérer le train qui part dans 3 minutes. À être assis dans le canapé, si on est de plus en plus détendu et que la relaxation arrive à un état presque méditatif, on reste bien conscient mais dans un état méditatif, on peut du coup commencer à produire des ondes θ. Et si ça en arrive à un stade où vous vous endormissez et vous êtes dans un sommeil profond, auquel cas vous basculez sur les ondes delta. Maintenant que vous avez quelque chose de bien fixé et que je vais pu vous transmettre quelque chose d'un peu près neutre, à partir de maintenant je vais pouvoir parler des termes qui sont un peu plus bancal de mon point de vue, dans le sens où la limite et le contenu est un peu plus propre à la croyance de chacun et un peu plus à débat. Un autre terme qui est un peu le vent en poupe en ce moment et qui fait aussi un peu débat, c'est la notion d'état de conscience ordinaire et l'état de conscience modifié. Le fait de dire que l'on est bien conscient, on est bien réveillé, mais on est dans un état où, d'un point de vue ordinaire, eh bien on n'est pas là, on fait pas des actions, etc. On est dans un état un peu plus second, on est un peu plus plongé dans l'imaginaire. Et enfin pour terminer, le terme état hypnotique.
Et derrière ces deux termes, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que simplement vous êtes dans les ondes delta et que en fait vous le faites naturellement en fait. Il faut simplement que vous soyez en train de conduire et puis vos idées partent ailleurs et puis vous vous rendez pas compte du temps de trajet, ou bien que vous lisiez un livre et puis à force de tourner les pages, vous vous rendez compte que vous êtes déjà à la fin de votre livre et vous étiez complètement plongé dans l'histoire, que vous vous souvenez même plus avoir tourné les pages. C'est cet état-là en fait qui est un état hypnotique, un état de conscience modifié. C'est vraiment un état naturel. C'est des choses sur lesquelles vous pouvez vous plonger vous-même naturellement. Et à propos, il y a toute une discipline de l'hypnose qui s'appelle l'auto-hypnose, c'est-à-dire le fait de plonger soi-même en hypnose. Est-ce que pour autant l'état hypnotique est un état dangereux? Alors non, pas du tout. Au contraire, le cerveau se met dans un état sur lequel il va être plus réactif, il va mieux interpréter les informations, il va tout de suite savoir vous mettre un déclic s'il y a un danger qui se présente. Donc non, c'est pas du tout un état qui est dangereux en soi. J'ai pu aussi entendre le côté je ne rentrerai jamais en hypnose, je résiste à l'hypnose. Vous avez déjà probablement conduit ou déjà lu un livre ou déjà fait quelque chose qui vous plonge naturellement dans cet état. La plupart du temps, je dis bien la plupart du temps et ça dépend vraiment des personnes, vous voyez l'état hypnotique comme étant beaucoup trop bas et c'est pas le fait de tomber en inconscience qui fait que vous êtes en état hypnotique. Au contraire, c'est que vous êtes trop loin de l'état hypnotique. Il faut remonter en conscience, quoi. Autre chose que j'ai pu entendre aussi, les hypnotiseurs ont des pouvoirs spéciaux. Alors non, pas du tout. C'est à propos, aujourd'hui c'est en train de se démocratiser parce qu'on a fait une belle avancée sur l'hypnose. Il y a eu un sujet récent de recherche sur la notion d'anesthésie par hypnose. Vous pouvez très bien vous former à l'hypnose. Alors il y a 2-3 choses à savoir, à connaître, etc. Mais le fond qu'il y a derrière, c'est simplement que cet état où on fait exprès de vous faire lire un livre et puis vous plongez naturellement dans cet état-là, les hypnotiseurs ne se servent pas d'un livre, mais ils se servent d'autres techniques, d'autres choses, la plupart du temps à l'oral en disant des mots bien précis, qui va vous permettre du coup de vous induire dans cet état hypnotique. Autre fausse idée que j'ai pu entendre aussi, le fait de je vais tout avouer sous hypnose, c'est une potion de vérité. L'état hypnotique reste quand même un état où vous êtes conscient et vous êtes en conscience aussi. La moindre chose qui se passe au niveau de la discussion, etc., vous allez aussi percuter de la même manière que lorsque vous êtes en train de conduire depuis 30 minutes, vous êtes dans votre état, entre guillemets, un peu lointain ou voilà, et que si quelqu'un traverse la route ou il se passe quelque chose, vous allez directement réagir et avoir une réaction en face. Pour continuer à tacler les fausses idées, lorsqu'on est en état hypnotique, on peut y rester bloqué. Alors non, en gros il faut savoir qu'un état hypnotique, on s'en sort toujours naturellement au bout d'un moment à repasser dans un autre état, parce que le cerveau a déjà son habitude de switcher d'état en fonction de ce qu'il fait en face de lui. Celui qui est en méditation, à un moment il revient bien à lui, c'est naturel, il y a pas du coup à s'inquiéter au sujet d'un potentiel blocage. Autre chose que je tacle, l'état hypnotique, ce n'est pas un état de sommeil. L'état hypnotique, vous voyez sur le côté, il est plutôt au niveau des ondes θ. L'état de sommeil, lui, il est plutôt sur le delta. En fait, il y a une limite haute que souvent les gens ont conscience pour l'état hypnotique, mais il y a aussi une limite basse. Et quand c'est plus profond, vous êtes plus en hypnose, vous êtes plus en état hypnotique, vous êtes dans autre chose, vous mettez le terme que vous voulez, mais vous n'êtes pas en état hypnotique. Et enfin, pour terminer, l'hypnose, c'est que pour du spectacle. Alors non, pas du tout. Je sais que la majorité des gens percutent en disant et me disent mesmer à chaque fois que je parle d'hypnose, je suis un peu triste. En réalité, il faut savoir que l'hypnose, non, c'est ouvert aussi à d'autres domaines. L'hypnose de spectacle, on l'appelle aussi hypnose hellmanienne, et même pour la suite de cette vidéo, je vais plutôt parler d'hypnose ericksonienne, donc l'hypnose thérapeutique, si vous voulez une image pour comprendre ce que c'est, parce que c'est celui qui, en fait, apporte le plus d'informations et d'intérêt par rapport au fonctionnement du cerveau, et même d'un point de vue, entre guillemets, paranormal, il y a même une branche qui se détache, que l'on appelle l'hypnose spirituelle. En bref, il n'y a pas que l'hypnose de spectacle qui existe. Maintenant que vous avez des idées claires sur comment fonctionne le cerveau, comment il s'adapte, ce que ça veut dire concrètement, état de conscience modifié, état hypnotique, et que j'ai normalement débroussé toutes les fausses idées que vous avez pu avoir dessus, on va pouvoir maintenant parler de comment se déroule une hypnose. La structure est globalement toujours la même. Dans un premier temps, l'hypnotiseur va simplement récupérer des ingrédients pour savoir qu'est-ce qui va vous permettre de vous mettre dans un état hypnotique plus facilement que d'autres. Par exemple, si vous adorez la mer mais que vous détestez être dans les airs, l'hypnotiseur ne va surtout pas vous mettre dans un état où vous volez dans un avion ou en parapente. Au contraire, il va plutôt vous faire nager par exemple, ou etc. Une fois que l'hypnotiseur a récupéré tous ces ingrédients, la deuxième étape est de vous plonger simplement dans cet état hypnotique, ce qu'on appelle faire une induction. Concrètement, c'est simplement vous mettre dans cet état un peu second sur lequel vous allez pouvoir être dans votre monde, etc. Une fois que vous êtes dans cet état hypnotique, on passe à la phase de travail. C'est une phase où, en fonction des catégories, chacun va avoir ses choses à faire. En hypnose de spectacle, on vous
plonge juste un petit peu 5 minutes dans ce monde-là, et puis voilà. En hypnose thérapeutique, l'hypnotiseur va faire des suggestions, va proposer des idées, et en fonction de ça, c'est à vous de votre côté, avec ce panel de suggestions et d'idées, eh bien vous aurez des choix, des choses qui se feront dans cet état second. En hypnose spirituelle, on peut parler de régression, on peut parler aussi de vie antérieure aussi, selon la croyance de chacun, merci de respecter bien entendu. Et chacune de ces catégories d'hypnose, du coup, va avoir une phase de travail différente en fonction de ce qui est le but à faire et de ce que l'on veut atteindre. Et enfin, pour terminer, la quatrième phase, la phase de sortie, c'est une phase où concrètement, vous sortez de cet état second pour revenir dans un autre état par rapport à la situation suivante qui sera adaptée en fonction de votre cerveau. L'hypnotiseur va glisser quelques phrases, etc. pour simplement vous faire ressortir de cet état second. Mais bien que cela est une aide et une indication auprès de l'hypnotiseur, dans tous les cas, votre cerveau de lui-même va s'adapter pour de toute façon passer à l'état suivant qui sera le plus adapté en fonction de ce que vous ferez par la suite. Voilà globalement comment se déroule une séance d'hypnose, quel que soit le type d'hypnose. Après, si vous voulez un peu plus de précision, un peu plus de détails, je vous laisserai creuser en fonction de votre catégorie d'hypnose. Enfin, pour terminer cette vidéo, je tiens à mettre une importance sur l'hypnose thérapeutique, le côté hypnose ericksonienne. Pas pour rien, parce que aujourd'hui, quand on parle d'hypnose à tout le monde, on pense surtout hypnose de spectacle. Alors oui, effectivement, ça permet de faire du beau spectacle. Cependant, l'hypnose thérapeutique est en train d'arriver avec le vent en poupe, peut permettre de faire pas mal de choses. C'est en train de se développer. Ça y est, il commence à y avoir des formations qui sont proposées aussi potentiellement dans des formations hospitalières par exemple. Et l'hypnose thérapeutique permet bon nombre de choses, donc ça me paraît triste de ne pas en parler. Et du coup, je vais vous parler du coup de tout ce que l'on peut traiter en hypnose thérapeutique ericksonienne. On a du coup la notion du stress déjà qui peut être gérée, donc stress, anxiété, angoisse. On a la notion des émotions et des sentiments sur lesquels il y a pas mal de travail qui peut être fait aussi. Il peut y avoir de l'interaction sur la notion de la peur, sur la notion de la phobie. Je pense notamment à vertige par rapport à une personne qui m'a posé la question un jour. J'inclus aussi la notion des douleurs, que ça soit les douleurs chroniques, les douleurs qui se répètent, ce que j'appelle aussi les douleurs fantômes. On a toute la notion du trouble des comportements, les TOC, etc. sur lequel pareil, l'hypnose a quand même pas mal de choses à proposer en face. J'inclus aussi la notion des addictions, même si là ça demande à des choses qui sont plus conséquentes et il n'y a pas que l'hypnose, mais l'hypnose peut aider comme étant un outil avec d'autres outils en parallèle pour traiter les addictions. On a toute la notion des événements de vie et des améliorations de performance qui aussi peut jouer. Par exemple, préparation à un examen, vous allez bientôt passer le permis, ou bien encore, vous êtes très fréquemment fatigué. Et pour terminer, notamment toute la notion du développement personnel. D'un point de vue hypnose spirituelle, ça va être le contact avec les défunts, ça va être régression dans les vies antérieures. Mais même sans aller jusque-là, toute la notion de l'estime de soi, confiance de soi, fait de prendre position, de prendre place dans un groupe. Vraiment, l'hypnose thérapeutique est en train de se développer et les formations qui sont en train de sortir. Enfin, il y a quelque chose qui sort entre guillemets du lot, qui était un petit peu obscur à l'époque, propose vraiment des trucs très très intéressants aujourd'hui et sur lequel, même scientifiquement parlant, ça y est, il y a des wagons qui se raccrochent, quoi. Voilà au sujet de comment fonctionne le cerveau, au sujet de l'hypnose, au sujet de l'état de conscience. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez la moindre question au sujet de l'hypnose ou même par rapport au côté ericksonien ou vous voulez des informations complémentaires, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je vous répondrai avec grand plaisir, notamment s'il y a des fausses idées ou que vous pensez être des fausses idées que j'ai pas citées. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. J'espère avoir débroussaillé le plus gros. Je tiens à remercier fortement Valérie Béal qui m'a non seulement formé pendant 9 mois à l'hypnose ericksonienne, mais qui surtout m'a permis et m'a autorisé à utiliser certaines des informations de cette formation-là pour pouvoir les mettre en forme, les mettre en vidéo et que du coup vous puissiez en avoir accès. Sur ce, je vous dis portez-vous bien, faites attention à vous et surtout, gardez l'œil ouvert.